Bonjour. Alors, on va commencer la conférence. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir François Maquestion. François Maquestion est professeur de psychologie cognitive à l'université de Rouen, en France. Et François Maquestion, on le connaît bien parce qu'il a fait un postdoc ici au centre de recherche il y a 20 ans. Et donc, il avait travaillé à l'époque avec Louis Bérère et ensuite il est reparti en France. Et aujourd'hui, il a des collaborations encore avec moi, mais avec d'autres chercheurs ici et aussi aux États-Unis, beaucoup au Nouveau-Mexique. Et donc aujourd'hui, il va vous parler, je ne vais pas lui voler son scoop là, mais il va vous parler d'attention dans le vieillissement. Donc merci François d'avoir accepté de venir. Bonjour à toutes et tous. Merci Glenn pour l'introduction. Puis merci au centre de recherche de me permettre de revenir 20 ans plus tard dans un lieu qui a été important dans mon parcours, qui a été le mien à l'université. Euh, et revenir ici, c'est beaucoup de bons souvenirs. Euh, Avec ma collègue Mélanie Renaud de l'équipe de Louis Bérère, on avait participé à un tournoi de billard, je ne sais pas s'il existe, du tournoi de billard, des services techniques, on l'avait même remporté. On s'intéressait beaucoup à l'activité physique et la cognition, donc on travaillait même là-dessus après l'Institut de gériatrie. Pendant cette année qui a été humainement très importante, Louis Bérère m'a permis aussi de continuer à développer mes travaux sur l'attention que j'avais commencé en thèse, finalement les effets de l'avancée en âge sur l'allocation de l'attention, l'usage qu'on peut faire de nos ressources attentionnelles. Et c'est vrai que je n'ai pas trop dévié. Depuis 20 ans, je travaille sur la même thématique dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, euh, dans le domaine de l'attention, des ressources attentionnelles, il y a cette idée qui avait été proposée par Daniel Kahneman d'une ressource euh, partageable entre les traitements cognitifs et disponible en quantité limitée avec un lien important avec le niveau d'éveil et le niveau d'activation physiologique. Et, euh, et si on regarde dans la vie de tous les jours, on a l'impression qu'on arrive plutôt à faire deux choses en même temps. Il y a beaucoup de gens qui font du vélo et qui envoient des SMS, on peut y arriver. On peut discuter avec ses enfants tout en lisant le journal. Enfin, on a cette apparente aisance. Euh, et en psychologie, la question de cette simultanéité des activités cognitives, elle a une longue tradition. Fin 19e, il y a le philosophe Frédéric Pollan qui a essayé en lui-même la simultanéité des actes psychiques. Par exemple, il s'était amusé à réciter des vers d'un poète tout en effectuant des calculs très complexes, des multiplications 45 924 fois 835. C'est tout un tas d'expériences et donc c'est sur lui-même. Il conclut la simultanéité des opérations psychiques est une règle qui n'a peut-être pas d'exception. Voilà. On a Elisabeth Spelk avec Ulrich Neisser qui démontre que deux étudiants parviennent, après 85 heures d'entraînement, à lire des histoires euh, tout, en, euh, tout en écrivant des mots sous la dictée. Donc, ils arrivent à une forme de simultanéité des activités cognitives. Et puis, plus récemment, il y a l'Américain Watson et les Américains Watson et Stryer qui montrent avec la tâche OSPAN de mémoire de travail que des personnes parviennent à réaliser une tâche de conduite aussi bien avec une très forte charge cognitive que sans. Et donc, il publie cet article, Extraordinary Multitasking Ability. Il parle des supertaskers. Seulement, quand on regarde de plus près, c'est 2,5% de ces 1000 participants. Donc, ils sont très peu nombreux. Elisabeth Spelk, c'est deux étudiants, c'est tout. Et Pollan, c'est lui-même. Donc, finalement, des personnes capables de faire deux choses en même temps dans le laboratoire, elles sont très peu nombreuses. Et en réalité, on observe que c'est souvent difficile de faire deux choses en même temps. Ça peut conduire à des erreurs. C'est même difficile
quand on propose de réaliser des tâches très simples de laboratoire, quelques stimuli auditifs qui appellent quelques réponses vocales, en même temps traiter quelques stimuli visuels qui appellent quelques réponses manuelles. On voit globalement des temps de traitement plus longs en double tâche qu'en simple tâche. À quoi c'est dû? Comment ça évolue avec l'âge? La littérature dans le domaine du vieillissement converge sur c'est beaucoup plus difficile de gérer plusieurs traitements cognitifs en même temps quand on est âgé. Il y a Fergus Craig, dit en 77, hein, les seniors sont plus pénalisés quand ils doivent diviser leur attention. Lui-même avec McDowd, qui montre beaucoup plus d'interférences chez les seniors comparativement aux jeunes. On a Paul Verhaeugen, étudiant de John Perella, dans une méta-analyse qui est un peu la référence, qui montre que voilà, globalement, il y a des déficits, des difficultés plus prononcées chez les seniors. Alors, dans les années 2000, on a assisté à ce courant aidons les seniors, voyons voir de quoi ils sont capables quand on leur permet de s'entraîner aux situations de double tâche. Donc, par exemple, il y a Louis Bérère, avec peut-être cette étude avec Sylvie Belleville ou d'autres co-auteurs, qui montre qu'en entraînant les gens, les seniors, on parvient à réduire le, les coûts de double tâche qui correspondent à la différence entre ce point-là et ce point-là, mais autant chez les seniors que chez les jeunes. Donc, il y a une forme de malléabilité, mais il reste toujours beaucoup plus d'interférences chez les seniors que chez les jeunes. Donc, lui, il conclut à une forme de plasticité cognitive. Nous, avec un protocole un petit peu différent, mais toujours avec des tâches très simples, quelques stimuli, quelques réponses, on montre que on peut, avec la pratique, réduire les effets d'interférence, qu'on soit âgé ou jeune. Mais nous, ce qu'on observe, la réduction, elle est moins prononcée chez les seniors que chez les jeunes. Finalement, on observe une différence initiale jeune-âgé, on entraîne, les gens s'améliorent, mais les jeunes s'améliorent plus que les seniors. Donc, on observe comme une exagération de la différence initiale. À quoi c'est dû? Dans ce domaine, on fait des détours parce qu'il se dit du fonctionnement attentionnel des jeunes adultes. Il y a une littérature assez vaste qui considère que quand on limite les conflits d'entrée et quand on limite les conflits de sortie motrice, donc quand on utilise une tâche visuelle et une tâche auditive, et des réponses manuelles, par exemple, et vocales, quand on s'intéresse au niveau central du traitement de l'information, finalement là où sont prises les décisions, là où il ne s'agit plus tellement de la perception, mais de la sélection de la réponse adaptée au stimuli, donc on est vraiment dans l'adaptation, il y a Passler qui dit, voilà, il y a il appelle un goulet central, dans une prise de décision qui mobilise les ressources. Il y a très peu de ressources disponibles, voire pas du tout, pour une deuxième prise de décision. Donc, il y a forcément une mise en attente, symbolisée par des petits traits. Donc, en fait, la simultanéité des actes psychiques serait peut-être difficile. Il y a Passler qui dit ça. Il y a dans le Michigan, Mayer et Kirias qui ont un modèle. C'est le genre de modèle, on peut passer des heures à le lire. C'est pas évident de se représenter le message, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des processus exécutifs qui contrôlent et qui finalement bloquent un peu un traitement pour faciliter le traitement cognitif d'une première tâche. Voilà, donc un modèle assez stratégique qui dit aussi que c'est possible d'éliminer cette difficulté, mais avec énormément de pratique. C'est la condition pour éliminer cette difficulté centrale avec beaucoup de pratique. En neurosciences, ils identifient des aires cérébrales. Il y a Stanislas Dehaene en 2006 qui est d'accord avec cette limitation fondamentale de l'architecture cognitive, plus des coûts d'alternance. Le basculement de nos ressources d'une tâche à une autre s'ajoute, donc ça donne des modèles assez complexes. Et voilà l'état de la littérature. Des revues assez récentes en 2018 dans Psychological Bulletin, les Allemands, dont Irving Kor, ont une, une compréhension intégrative. Il parle voilà, il y a des difficultés structurelles au niveau de la flexibilité, de la plasticité.
On intègre les différentes connaissances en un modèle assez complexe. Et moi, mon approche, elle est tout autre. Ce qui m'a intéressé ces 20 dernières années, c'est de trouver des exceptions à ces difficultés. Il y a des difficultés, essayons de voir si on arrive à les contourner par plein de moyens différents. Parce que si on arrive à trouver des exceptions, peut-être qu'on peut réfléchir au fonctionnement. Et je m'appuie là-dessus sur les travaux de Moore et de Hoover. Mon approche, c'est est-ce que je peux traiter une opération centrale sans attention, de manière automatique? D'accord? On revient à ce que disait William James, le retrait graduel. On essaie de voir est-ce qu'on peut traiter automatiquement sans attention. Le Canadien Van Zels, qui a beaucoup travaillé avec Pierre Jolicoeur par la suite, avait fait cette étude assez intéressante, très intéressante, je trouve, où il entraîne les gens à faire deux choses en même temps, pas sur quelques séances, mais sur 36 séances. Et il regarde l'interférence entre les tâches. Donc, il voit qu'il y a une réduction de cette interférence, mais jamais au niveau zéro interférence. Donc, il dit, voilà, il y a une limitation qui a l'air d'être persistante. Peut-être que c'est dû à la structure cognitive. Et ça, ils n'en parlent pas trop dans l'article, mais ils ont eu cette idée de mettre les participants les plus extrêmes, dont un participant qui, lui, n'a plus d'interférence. Donc, une personne un peu capable, comme les autres participants, de lire et d'écrire des mots sous la dictée. Mais le focus du papier, c'est difficile d'éliminer cette interférence. Dans les années 2000, on a les chercheurs du Michigan qui, eux, arrivent à éliminer cette interférence entre les tâches. On voit, il y a la deuxième séance d'entraînement, donc il y a la performance en double tâche versus en simple tâche, et il y a des ralentissements d'une centaine de millisecondes, et après 5 séances, ils observent plus d'interférences, plus de coups de double tâche. Et donc, ils disent, il n'y a pas de limitation centrale, on peut traiter en parallèle. Mais voilà, on peut se dire, il n'y a pas de limitation centrale, on peut traiter en parallèle les décisions. Mais comme leurs tâches sont extrêmement rapides, on est dans 100 millisecondes et 280 millisecondes, ce qui pourrait se passer aussi, c'est que l'attention est allouée au traitement central d'une tâche. Pendant ce temps-là, la deuxième tâche, le traitement est en cours, mais n'a pas encore besoin d'attention centrale. Donc, on loupe un petit peu il n'y a pas d'expression de cette limitation centrale, et que même s'il y avait une impossibilité de traiter en parallèle, il y aurait un petit ralentissement, mais globalement, si on fait un pas en arrière, on voit la même chose. Quel que soit le modèle, on prédit basiquement la même chose. Peu d'interférences. Donc, est-ce que l'interférence, c'est un bon critère pour étudier ce qui se passe au niveau cognitif? C'est une question. On est un peu dans une impasse. On ne sait pas quel modèle permet d'expliquer ces interférences faibles. Donc, nous, notre approche qu'on a mis au point avec le collègue Eric Rousserouf, c'est ce qu'on appelle une approche tâche rapide, tâche lente. On apparie, on met ensemble une tâche qui est très lente, pour laquelle on suppose que le traitement central est long, avec une tâche qui est beaucoup plus rapide. Pour rendre une tâche rapide, ce qu'on a fait d'abord, c'est l'entraînement intensif. On a entraîné massivement des personnes sur une tâche, et ensuite on a essayé de voir si cette tâche pouvait opérer automatiquement, sans interruption, quand on la place avec une tâche qui est lente, qui est nouvelle. Si on fait cet appariement, s'il y a automaticité, il devrait y avoir peu de ralentissement sur l'une des deux tâches, la tâche 2, et on devrait observer un certain ordre de réponse. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, la réponse à la tâche 2, qui est rapide, devant la réponse à la tâche 1, qui est plus lente. Donc, il y a une inversion des réponses. Alors que s'il y a une limitation fondamentale, il y a un ralentissement, donc plus d'interférences qu'on peut mesurer, et il y a assez peu d'inversion des réponses. Et puis, on en parlera par la suite. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est cette série, c'est cet intervalle de temps entre les deux réponses. Là, on observe que l'intervalle de temps est par exemple positif. Chez TR2 moins TR1, il y a une durée
positive, alors que si je fais TR2 moins TR1, là, j'ai une durée négative. Donc, je m'intéressais à cette variable dépendante, l'intervalle interréponse. Et donc, des prédictions très différentes suivant tel ou tel modèle. On peut discriminer. On a entraîné massivement des personnes avec Louis Bérère et Maud Lagu à l'époque. On observe de l'automaticité en double tâche. On arrive à quelque chose qui n'est pas prédit par les modèles dominants. On réessaie en 2018, on y arrive dans 2 des 4 expériences qu'on mène. On avait été inspiré par cette étude, toujours les mêmes, Van Zelt et puis Eric Rousserouf. Donc, on y arrive, mais c'est hyper difficile. Ça nécessite d'avoir des conditions particulières et on se dit, c'est une exception qui ne peut pas confirmer la règle. Donc, peut-être qu'il y a une limitation centrale. On a trouvé des exceptions, mais c'était beaucoup d'efforts pour réussir à ça. On y arrive quand même chez les jeunes. Mon approche, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes? Maintenant, voyons voir ce que ça donne chez les seniors. On dit qu'il y a beaucoup d'interférences. Donc, on a entraîné nos jeunes et on a entraîné nos seniors. C'est une étude publiée avec Louis et Maud Lagu. Donc, on les entraîne et quand cette tâche entraînée, on la place en situation de double tâche, on voit beaucoup plus d'interférences chez les seniors, très peu chez les jeunes, et beaucoup d'inversions de réponse chez nos seniors, beaucoup d'inversions de réponse chez les jeunes et pas du tout chez les seniors. On a 2 arguments empiriques qui disent quand les jeunes y arrivent, les seniors n'y arrivent pas. Est-ce que cette rigidification, elle est définitive? Là, on se dit, ouais, mais là, nos seniors, même s'ils ont autant de pratiques, ils sont toujours un peu plus lents. Donc, on va essayer d'égaliser les vitesses de traitement. On va entraîner des seniors jusqu'à temps qu'ils soient aussi rapides que des jeunes. Donc, on refait une étude 3 ans plus tard. Là, cette fois-ci, le level du dessus, c'était 10 000 essais d'entraînement. Les seniors venaient 12 fois, ils avaient une tâche de temps de réaction de choix, ils en avaient vraiment assez. Les étudiants, parce qu'il y a eu plusieurs étudiants qui ont fait passer ces manips, ils n'en pouvaient plus de travailler avec moi. N'empêche qu'on a réussi. Raccourcissement du temps de réaction chez les seniors jusqu'à une valeur de 300 millisecondes, comparable à la vitesse rapide qu'on avait avec Louis Bérère en 2008. Cette tâche ultra rapide, comment elle est traitée en double tâche? Chez nos seniors, on voit beaucoup plus d'interférences comparativement à nos jeunes. Et chez nos seniors, très peu d'inversion des réponses, alors qu'il y en a beaucoup chez les jeunes. Donc, dans des conditions où on égalise au niveau de la vitesse de traitement, il y a beaucoup plus d'interférences. Donc, on se dit, ce n'est pas une histoire de vitesse de traitement. Le problème, et là, à ce moment-là, on pense, ça doit être structural. C'est un déficit enraciné, irréversible. Point final, mais à l'université, on nous demande de faire de la recherche, donc c'est de trouver des... Et moi, là, il a fallu que je trouve des étudiants, parce que les étudiants ne voulaient plus venir. Je passais le message avec ma question, il y a beaucoup de pratiques, c'est hyper long. Donc, est-ce qu'on peut arriver à utiliser des tâches rapides sans entraînement? Donc là, je m'intéresse à ces tâches qu'on appelle idéomotrices. Vous allez vivre cette tâche idéomotrice. C'est une flèche. Si elle pointe sur votre droite, vous pouvez vous pencher légèrement sur votre droite. Si elle pointe à gauche, vous allez pouvoir vous pencher légèrement sur votre gauche. OK? C'est pour comprendre cette tâche. Vous êtes prêts? Fixation classique. Vous êtes rapide. Encore. Encore. On va faire ça pendant 10 minutes. Voilà. Donc voilà le principe d'une tâche idéomotrice. Le stimulus donne une indication sur la réponse. Il y a une forte compatibilité, même conceptuelle, entre la perception du stimulus et la réponse. C'est des tâches très faciles finalement. Comparativement à une tâche classique de temps de réaction de choix, par exemple, je vous montre un triangle, vous vous penchez légèrement à droite, un cercle, vous allez vous pencher légèrement à gauche. Vous êtes prêts? On y va. Triangle à droite, cercle à gauche.
y a des petites erreurs, je peux le voir. Ah, hein. Mais vous voyez le principe, le ping-pong ne donne pas comme réponse se pencher à droite. Donc c'est une tâche quand même, enfin, c'est facile, mais elle est quand même un petit peu plus complexe. Et cette tâche idéomotrice, donc, qui a été introduite par Anthony Greenwald dans les années 70, il a essayé de voir si elle était traitée de manière automatique. Et sur la base du très peu d'interférences qu'il observe, il dit il y a comme un affranchissement de cette limitation centrale. Il y a de l'automaticité possible uniquement avec cette tâche. Et puis, il y a Mei Shen Liang de l'Oregon qui utilise les mêmes tâches, observe un peu d'interférence. Elle dit non, il y a une limitation centrale. On ne peut pas même faire ces tâches très simples de manière automatique, sans attention. Et là, on assiste à une partie de ping-pong entre Greenwald et Lien. Chacun dit c'est automatique, non, ça ne l'est pas, si ça l'est, non, ça ne l'est pas. Et donc, on suit, et c'est un peu fatigant comme on relit toujours les mêmes articles, mais ils ont chacun leurs arguments. Et on arrive à la conclusion, il n'y a pas de conclusion, on est encore dans une impasse. On ne sait pas si vraiment on peut traiter automatiquement cette tâche facile ou on a loupé la limitation centrale, elle est comme dans un état latent, où il y a un peu d'interférence, on ne peut pas statuer véritablement. En tout cas, c'est notre point de vue. Donc, ce qu'on se dit, on va réutiliser notre méthode, apparemment très facile, parce qu'elle est rapide, avec une tâche 1 qui est lente. Et donc des prédictions très différentes. Euh, alors on a la version flèche gauche-droite, la version contrôle, triangle, cercle, et brièvement avant, on détourne l'attention des participants vers une tâche auditive vocale. On détourne l'attention brièvement. Est-ce que je peux traiter sans attention cette tâche visio-manuelle? On essaie de voir. Et là, ce qu'on observe, avec cette tâche idéomotrice, on observe alors un petit changement du temps de réaction, mais par rapport à un baseline qu'on a pris le soin de mesurer avant et après, on observe qu'on est aussi bon en double tâche qu'en condition de simple tâche pour la tâche idéomotrice. Alors que pour la tâche nouvelle, avec la combinaison stimulus-arbitraire, stimulus-réponse arbitraire, on observe beaucoup plus d'interférences. Nos indicateurs d'inversion de réponse, il y a beaucoup d'inversions de réponse avec notre tâche idéomotrice et moins avec la tâche arbitraire. Donc des arguments en faveur d'une automaticité de cette tâche très facile. Et puis on essaie un peu d'affûter nos outils parce qu'on a été critique, on se dit l'interférence en soi, c'est pas suffisant. On se met à faire de la simulation cognitive. Je ne pensais pas que je ferais ça un jour de ma vie. En réfléchissant avec ce collègue américain, on en vient à, on a des jeux de données de la tâche visio-manuelle, on a un baseline en conditions simples, on a un baseline de la tâche auditive vocale en conditions simples, et en fait, on apparie les essais de la tâche simple avec les autres essais de la deuxième tâche, et on calcule notre petit iris. On imagine que ces deux tâches séparées deviennent une double tâche sans interférence. Et puis on développe un petit peu, et on arrive à voir des distributions qui simulent l'intervalle entre les réponses en cas de traitement parallèle parfait. Et on contraste ça avec la distribution observée avec les vraies valeurs. Et le résultat qu'on a, c'est ma distribution stimulée, c'est la courbe grise, et ma distribution observée, c'est celle-là, avec un chevauchement qui est quand même très important et qui, pour nous, atteste d'un traitement parallèle. Triangle, cercle, on voit un décalage de la distribution observée comparativement à la distribution stimulée. Donc, on se dit, là, il y a de l'interférence. Donc, dans cette condition, il y a traitement parallèle. On a l'impression d'apporter une réponse un peu plus vérifiée que la partie de ping-pong où on ne savait pas. Nous, on a 3 arguments solides, 1, 2 et 3, pour parler de traitement parallèle. Retour au vieillissement, on se dit chouette, on a ça. Donc on a vraiment une condition, la pratique, ça ne marche pas chez les seniors. Ils peuvent s'améliorer, mais ça élimine pas. Maintenant, avec cette tâche idéomotrice, de quoi nos seniors vont être capables? Alors bien sûr, si on va à la recherche du résultat empirique, on soumet le papier, on nous dit c'est que empirique, et la théorie, c'est quoi? Donc on retourne lire les classiques du vieillissement, par exemple
Roberto Cabeza avec le modèle Harold, qui dit qu'il y a une bilatéralisation avec l'avancée en âge. On recrute plus large, enfin, il y a des subtilités. Voilà, il y a aussi Patricia Reuter-Lawrence qui dit aussi la même chose, et elle parle de crunch hypothesis, dit que cette bilatéralisation, c'est un moyen de compenser la myriade de déficits cognitifs et de déficits au niveau du cerveau. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ces déficits, on compense en recrutant davantage de ressources pour atteindre le même niveau comportemental que le cerveau jeune. Cette activation compensatoire est efficace à des bas niveaux quand les tâches sont faciles. Mais dès que le niveau de complexité augmente, à un moment, les seniors sont dépassés et donc il y aura des différences comportementales. Si j'essaie de représenter très simplement la prédiction de ces modèles, et ça, finalement, ce qu'ils disent, je trouve que c'est la même chose que ce que dit Serrella en 1980, Age and the Complexity Hypothesis. Il dit globalement, le niveau d'interférence, de différence jeunes âgés, il va être plus important quand les tâches sont complexes, sont difficiles, que quand elles sont faciles. Voilà la prédiction de ces modèles. Motis Altaus, ralentissement généralisé de la vitesse de traitement avec les modèles. Il dit quelque chose un peu comme ça, il y a un ralentissement global, donc il n'y aura pas forcément d'amplification, mais en tout cas, voilà, on aurait une courbe plate, un peu une prédiction possible du ralentissement généralisé. Et puis nous qui travaillons sur l'automaticité, on se dit si on recrute davantage de ressources, ça va peut-être entraver l'automaticité. Peut-être qu'avec ces tâches rapides, faire trop attention à ce qu'on fait, justement, ça rompt l'automatisme, va y avoir de l'interférence. Et c'est là qu'on propose, sur la base de cette idée et de nos travaux qui montrent que les seniors n'arrivent pas à automatiser quand les seniors arrivent, on propose une hypothèse. Alors tout le monde y allait de son petit nom, Crunch, Harold, et on a cherché, on a l'hypothèse Orca. En plus, on aime bien les animaux marins. Cette hypothèse Orca, qui veut dire, alors, over-reliant on central attention, veut dire que les seniors ont cette tendance à faire davantage d'efforts cognitifs pour réaliser les tâches. C'est ce que dit Crunch et Harold, mais nous, ce qu'on dit, c'est que cette compensation, elle va altérer les performances aux tâches automatiques, aux tâches les plus faciles. Dès qu'on est dans l'automaticité, faire ces efforts, c'est pas peut-être pas une bonne stratégie. Donc nous, c'est ce qu'on dit. Ça, finalement, notre hypothèse Orca, la prédiction est très différente. En conditions de double tâche très faciles avec la tâche idéomotrice, on prédit plus de différences jeunes âgés que quand la difficulté de la tâche est plus élevée. Parce qu'on va avoir cette tendance à allouer de l'attention. C'est bien quand les tâches sont faciles, mais quand les tâches sont c'est bien quand les tâches sont difficiles, mais quand elles sont faciles, ça va avoir cet effet d'entraver. C'est un peu contre-intuitif. On prédit plus de différences jeunes âgés dans les conditions les plus faciles comparativement aux conditions plus difficiles. À un moment, on se demandait, est-ce qu'on n'est pas un peu dans... On ne veut pas voir la réalité, c'est peut-être des petites exceptions, c'est pas général. Mais si je fais encore un détour par Daniel Kahneman, lui, ce qu'il dit, dans ce que j'ai compris de son livre, qui est vraiment d'ailleurs un magnifique ouvrage, il dit globalement, une de ses grandes découvertes, c'est de se rendre compte que la plupart du temps, on ne fait pas trop d'efforts. On est plus sur un mode automatique. Là, peut-être que là, je suis sur un mode automatique et je ne réfléchis pas vraiment à ce que je vous dis euh, euh, dans les interactions sociales, etc. Et de temps en temps, il y a notre système 2, ce système cognitif qui mobilise les ressources, qui vient dire, attends, réponds pas trop vite, prends le temps d'analyser. Donc on se dit peut-être que même dans l'équilibre postural, c'est important de ne pas trop réfléchir à ces segments corporels, mais s'il commence à faire trop attention à comment on se marche, c'est peut-être avoir un déséquilibre. Voilà. Donc on est un peu sur cette idée. Allons tester ça avec nos seniors. Protocole de double tâche,
notre tâche idéomotrice versus non idéomotrice, nos triangles cercles, et puis la petite tâche pour détourner l'attention avec des seniors et des jeunes. Donc, dans une première étude, on teste voilà, 30 jeunes, 40 seniors. On manipule l'idéomotricité de la tâche 2 en between subjects, en intergroupe. Voilà les résultats. Notre ratio qu'on utilise avec le moment où il y a le plus d'interférences entre les tâches, ce qu'on observe, c'est un ratio qui est plus élevé quand la double tâche est facile que quand la double tâche elle est difficile. Ce que prédit pas Crunch Harold, ce que prédit pas Tim Salthouse. Un argument en faveur d'Orca. Si on utilise, ce que j'aimais bien quand j'étais étudiant, c'est Brinley plots. On met le temps de réaction des seniors en fonction des temps de réaction des jeunes. Et ce qu'on observe, donc là, le régime d'interférence, il augmente de 6 à 1. Et on observe les différences d'âge, elles augmentent plus il y a de régime d'interférence entre les tâches. Que la double tâche soit plus difficile ou facile. Mais on observe que cette augmentation est plus prononcée dans la condition de double tâche facile que dans la condition de double tâche plus difficile. Exactement. Ce que prédit Orca. On observe vraiment une augmentation des différences plus marquées dans la condition facile. Deuxième expérience, parce qu'on se dit, est-ce que un coup de chance, est-ce que ça tient à notre échantillon? Donc, on fait à peu près la même manip. Cette fois-ci, on manipule l'idéomotricité en within. Donc, on a besoin d'un peu moins de participants. Là encore, on observe le même pattern. On observe plus de différences dans les conditions, différences jeunes seniors dans les conditions faciles que les conditions difficiles. Nos Brinley plots montrent encore la même chose. Oui. Les 1, 2, 3, 4, dans ce cas-là, on utilise des doubles tâches avec des SOA. Parfois, les deux stimuli apparaissent quasiment en même temps. Et donc là, on pense que le régime d'interférence est élevé. Et notre condition contrôle, c'est un SOA. Le premier stimulus apparaît, le deuxième apparaît après la réponse à la première tâche. Et donc, finalement, il y a peu de chevauchement entre les traitements cognitifs. Et donc, on voit que plus il y a du chevauchement entre les traitements cognitifs, plus les différences entre jeunes et âgés augmentent, et c'est plus marqué dans la condition de double tâche facile. C'est hyper contre-intuitif par rapport à Crunch et à l'hypothèse du ralentissement. Donc voilà, on écrit ce papier qui apporte des arguments en faveur d'Orca, de cette idée. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que des études ultérieures devraient tester la généralité et notamment, est-ce que c'est possible de faire désapprendre cette stratégie de faire trop attention aux seniors? S'ils ont une tendance à faire trop attention, est-ce que c'est une stratégie qu'on peut désapprendre? Et donc, est-ce qu'on peut éliminer les différences d'âge? Avec Lucas de Rotolo et les collègues, c'est ce qu'on a essayé de voir. Et là, c'est des données qu'on va essayer de publier. Ça va être encore une longue bataille. On a amené deux expériences. La première, c'est montrer que écouter finalement le déficit des seniors en situation de double tâche dans des conditions classiques. Dans une deuxième expérience, on rajoute ce petit ingrédient qu'on a progressivement identifié dans les études passées, consiste à injecter des essais de simple tâche entremêlés avec nos essais de double tâche. Pourquoi on fait ça? On se dit que pour éviter que nos seniors fassent peut-être trop attention à la première tâche et négligent un peu la deuxième, il faut leur rappeler que la deuxième, elle est importante. Donc, de temps en temps, il y a un essai à la deuxième qui apparaît et qui va quelque part réactiver la représentation de cette tâche et l'importance de cette tâche. On essaie qu'ils ne perdent pas de vue ces deux tâches, qu'elles sont quasiment aussi importantes. On utilise nos simulations cognitives de
traitement automatique et distribution observée. Alors, on a un petit outil, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'on observe, c'est que dans la première expérience, la majorité de nos participants montrent de l'interférence compatible avec les limitations centrales. Mais dans la deuxième étude, on observe qu'une majorité ont des distributions observées qui sont très proches de nos distributions simulées. Et ça, on le fait participant par participant. Parce qu'avec le temps, depuis, on se dit on va regarder maintenant participant par participant. On a un indicateur assez fin. Essayons de voir. Et quand ensuite on fait les simulations classiques qu'on a mises au point, par exemple, là j'ai l'expérience où il n'y a pas de boost de cette préparation à la tâche 2, où c'est les conditions classiques. On voit que là, la distribution observée, elle chevauche plutôt bien avec la distribution qui simule, cette fois-ci, une limitation centrale. Parce qu'avec nos outils, on simule maintenant la présence d'une limitation centrale versus son absence. Donc, on a deux courbes simulant des choses. Et ensuite, on voit où se trouve la distribution observée. Et là, on voit, il y a une limitation centrale, il y a un déficit, on voit de l'interférence. Et ça, on l'observe chez 23 de nos seniors. Par contre, quand on essaie de booster cette tâche de essayer de faire en sorte que les gens n'oublient pas ce qu'ils ont à faire, on observe dans ce cas-là une distribution observée qui chevauche bien la distribution stimulant l'automaticité. On le voit ici, c'est 20 de nos participants. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'interférence au sens de ralentissement cognitif. Donc, on voit finalement que nos seniors, dans ces conditions spécifiques, et je ne dis pas que c'est un effet général, de tâches idomotrices, ils sont en fait capables, si on modifie un peu l'environnement, de traiter en parallèle de manière automatique. Et dans mon domaine, le vieillissement cognitif, ce n'est pas prédit par la littérature existante. On arrive comme à... Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est peut-être une affaire de comment on aborde la tâche qu'on va avoir à faire. Si on nous dit faites une double tâche, peut-être que assez naturellement, les personnes vont se dire ok, je mets le paquet sur une, je me représente un peu ce que je vais avoir à faire, et puis je ferai la deuxième quand je pourrai. Même si on met les stimuli en même temps, il y a peut-être un choix qui est fait. Et nous, en injectant ces essais de simples tâches, on essaie qu'ils évitent de dire on oublie un peu cette tâche, on va essayer de se représenter, c'est important de bien se préparer aux deux tâches. Donc en fait, ce qu'on dit, ça c'est dans une autre étude qu'on publie là, cette année, juste avec des jeunes, on dit que finalement ce qui se passe au niveau central du traitement de l'information, pendant 30-40 ans, on a cherché à activer les processus exécutifs qui jouent, est-ce que c'est une limitation structurelle et neurosciences, et nous on dit en fait la clé, c'est ce qui se passe en amont. En amont. Peut-être que c'est l'état préparatoire qui va soit engendrer de l'interférence centrale, soit si je me prépare de manière adéquate, peut-être que je vais réussir à traiter en parallèle les tâches. Et ce qui est assez, nous, qu'on trouve intéressant, on arrive à de l'automaticité sans aucune pratique. C'est-à-dire que pendant 30-40 ans, l'idée, c'est que dans notre société, pour automatiser, il faut que je pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on n'y arrive pas dans nos conditions expérimentales spécifiques. Et là, sans pratique, avec c'est peut-être 200, 300 essais, avec des temps de réaction qui sont assez lents. Nos seniors y répondent en 600, 800 millisecondes. Même nos jeunes adultes, ils arrivent à automaticité. On ne voit pas de corrélation entre l'automaticité et la vitesse de traitement. Et ça, c'est aussi contre-intuitif. Quand on lit Gordon Logan, c'est en pratiquant que les temps de réaction, la pratique est clé. Et nous, ce qu'on dit, c'est ce qui se passe en amont. Alors, avec les collègues, là, on parlait d'électrophysiologie tout à l'heure. C'est vrai que les collègues, là, voilà. Avec cette collègue Colline, on voudrait regarder un petit peu l'électrophysiologie dans des conditions où il y a traitement sériel versus parallèle. Et là, cette étude, on a observé ce résultat avec une tâche qui n'est pas idéomotrice, mais qui est nouvelle, avec des combinaisons stimulus arbitraires. Dans la tête de
de Morgane Lifoupi. Voilà. Les travaux, bah voilà, c'est avec mes collègues. Alors, il y a les étudiants, il y a ma collègue Laurence, le collègue Eric Rousseau. Et voilà, c'est le genre de travaux qu'on mène. Ben, merci d'être présent et de votre attention. Intriguant sur la thème. Euh, Est-ce que vous avez une intuition ou des rapports subjectifs de vos participants qui potentiellement conduire à la réflexion sur les temps de préparation? On pense par exemple en réception à la conscience créative, si on peut appliquer le même principe à un bout de départ, on va avoir un état d'esprit plus je ne sais pas formuler. Est-ce que les sujets témoignent d'une façon, d'une stratégie d'aborder la bout de départ qui serait potentiellement différenciée de l'information? Ben, en fait, c'est ce qu'on discutait avec Ouri tout à l'heure. Des fois, il y a de la distance. Là, ma difficulté, c'est que des fois, nos activités font que j'arrive plus à être dans le labo et d'être là au moment où ils ont testé. Donc, j'en discute avec les étudiants. Mais ce qui semblerait, je ne sais pas si les gens le disent, mais mes étudiants, ils ont l'air de dire quand même que euh, il y a une forme de seuil d'activation. Il faut être un peu activé, mais pas trop quand même. Il faut être assez relax quand on fait ce genre de tâches et pas trop réfléchir. J'aime pas cette comparaison, mais je la prends quand même. C'est si on veut tirer, des fois, il y a un truc, c'est le air trigger là. Il y a une zone là, et on pense que justement, on veut utiliser des tâches go no go parce qu'on se dit peut-être qu'en amont, les personnes sont, s'il y a quelque chose, je réponds. Alors que pour tester ça, cette préautorisation en amont, on est là-dessus en fait. Alors, c'est toujours en cette section. Ouais. Il est là le niveau d'avançon ou de relaxation. Et là, de la relaxation va influencer les processus d'émission en deux styles en ce cas-là, mais peut-être au niveau des fonctions de ce même processus-là ou dans l'état d'avançon priorise une tâche et on a plus de conditions que de relaxation ou de fonction. Ah, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là certains disent le task setting. Alors moi, avec l'anglais, des fois, je n'arrive pas à me représenter, mais maintenant, je me dis, c'est quand même comment, dans quel état. Finalement, c'est la psychologie cognitive, les processus, mais aussi les représentations. Je me dis, nos représentations de la situation, de ce qu'on va avoir à faire, ça a une influence, mais déterminante. C'est assez invisible. Je ne sais pas si avec les collègues me disent qu'il faut faire de l'EEG, etc., et on va le faire, mais je n'ai pas l'impression qu'on pourra de toute façon voir l'invisible. Mais qu'il y a des choses invisibles qui, sans partir dans quelque chose de métaphysique, mais qui guident nos actions, etc. Oui, vous allez ouvrir, je crois. Ouais. Dans le sens où les personnes âgées ne cherchent pas à anticiper, on agit de concert absolument nécessaire, tandis que chez les personnes plus jeunes, ce serait on peut anticiper leur vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut. Ça m'intéresserait, oui. La visualisation par rapport à l'outil, on pense un peu Mais si, ça fait sens aussi, ils sont peut-être plus sur quelque chose de réactif. Et finalement, il revient à quelque chose, peut-être faire une chose à la fois, mais simplement en les amenant à peut-être envisager la possibilité de faire vraiment ces deux choses. Les deux choses sont importantes. On arrive, en tout cas dans ces choses spécifiques avec sa motrice, et oui, il y a ces aspects qui sont importants. Ouais.
qui nous intéresse. Oui. Nous, les forces, ça va être en fait le temps de réaction. Pour nous, un temps de réaction plus long, on peut se dire que la tâche est plus. Alors, par exemple, si je prends la tâche idiomotrice versus euh, nouvelle, avec des combinaisons arbitraires, on voit que là, le temps de réaction, il va être 500 et ensuite, il va être 650. Donc, cognitivement, c'est un peu plus difficile. Ouais. Par exemple, c'est super intéressant, puis c'est pas une question, c'est que ça peut être différent. Ouais. La performance, c'est avoir un effort différent sur notre performance. Peut-être l'effort pourrait peut-être s'intéresser, comme vous dites, à aller chercher les ressources ou des choses comme ça, et je pense que ça pourrait être super intéressant. Ouais. Donc, je comprends. C'est vraiment super intéressant. Je vais vraiment rappeler sur la. Il y a des travaux de Stanislas Dehaene qui faisaient ça, avec l'introspection, il faisait faire ses tâches et il demandait aux personnes, je crois qu'il s'intéressait un peu à l'effort et il voyait que c'était sur des échelles de 1 à 10. Et il voyait qu'en fait, il n'y avait pas trop de corrélation entre là où il y avait beaucoup d'interférences, les personnes rapportaient pas avoir fait trop d'efforts, alors que pourtant il y avait beaucoup plus d'attention engagée parce qu'il y avait des ralentissements. C'était comme si c'était des choses assez impénétrables parfois. Parce que là, on parle de tâches qui tout est fini en 900 millisecondes. C'est extrêmement bref. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, après, on se dit, il y a les modèles hyper complexes, on se dit, est-ce qu'il peut vraiment se passer autant de choses en 900 millisecondes? Inhibition, je relâche, etc. Est-ce que c'est réaliste, en fait, de se dire, tout se passe là, entre le stimulus et la réponse? Finalement, est-ce que ça ne se passe pas avant? Enfin, ouais. Ouais. Ouais, excusez-moi. Merci. La question de la nature sensorielle. Donc, est-ce que déjà vous avez validé, parce qu'il y a différentes interférences avec différentes natures de présenter certaines, mais est-ce qu'il y a des effets plus ou moins importants d'interférence sur cette modalité? Puis, est-ce qu'on peut supposer que le déficit sensoriel de vieillissement, les changements sensoriels de vieillissement puissent avoir un impact aussi? Alors, pour la première partie de la question, on a essayé parfois d'apparier de l'auditif à du manuel et du visuel avec du vocal. Et là, ça capote. Ça crée beaucoup d'interférences. Et là, on n'arrive pas à de l'automaticité quand il y a les mêmes stimulus, les mêmes réponses sont appariées du type la combinaison gagnante, c'est auditif-vocal, visio-manuel. D'ailleurs, comme si ces représentations étaient dans les deux sous-systèmes de la mémoire de travail de Baddeley, boucle phonologique. Quand il y a une séparabilité de ces représentations, enfin en tout cas c'est notre hypothèse, il peut y avoir un traitement automatique, mais dès lors qu'il y a croisement, il y a certainement besoin d'attention pour faire un peu le tri. Alors est-ce que ça c'est un stimulus ou une réponse? Et donc, et on voit qu'il y a des effets très importants en fait de l'appariement. C'est pour ça que je disais, quand on observe de l'automaticité avec de la pratique, c'est dans des conditions spécifiques. Dès qu'on croise, ça marche plus. Et par rapport au vieillissement, en fait, effectivement, il y a des déficits sensoriels au niveau de l'acuité visuelle, l'acuité auditive. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des stimuli très simples, brefs, et on s'assure. Alors, on fait comme on peut, on demande à la personne, est-ce que tu entends ou pas le son, est-ce que tu vois ou pas? Et s'il n'y a pas de problème, on considère que, en fait, on n'essaie pas de jouer sur la. On va mettre un peu le son si le senior, par exemple, ou le jeune n'entend pas très bien. On s'assure que c'est pas la tâche est difficile, non pas à cause de la perception. Mais effectivement, ça joue. Mais c'est vrai nos expériences, on essaie de limiter les problèmes sensoriels. Donc, c'est bien visible, c'est bien entendable.
Au niveau moteur, c'est facile d'appuyer sur un bouton. C'est vraiment au niveau central que là, il peut se passer quelque chose. On essaie de circonscrire, en fait, au niveau central. Ouais. Je vous en prie. Sur cette notion de préparation. Oui. La question de faire la distinction entre l'aspect prémoteur, etc., et la question de la motivation. C'est-à-dire finalement, cette forme de sélection ou non-sélection, il y a tous les enjeux des processus de motivation. D'ailleurs, pour cette journée, c'est deux tâches qui sont importantes versus si on choisit l'une de l'autre. Et comment on fait cette analyse de motivation? Finalement, comment les participants comprennent et s'investissent. Finalement, derrière cette volonté de maintenir une attention sur les deux tâches versus de procéder de façon séquentielle, il y a un enjeu de la motivation qui est derrière. Je vais donner la même importance aux deux tâches versus si j'en prends une ou l'autre, parce que l'une des deux me paraît appliquée de façon prioritaire. Nous, a priori, en fait, on ne sait pas cet aspect-là, mais notre hypothèse, c'était que face à une situation de double tâche, quoi qu'on fasse expérimentalement, ce qui a été fait, la personne, elle va négliger une des deux tâches. Même si on présente les deux stimuli en même temps, même si on dit les deux tâches sont aussi importantes, il y a comme un choix qui est fait. Et peut-être que la personne, elle va négliger, et que cette négligence, elle va être plus importante peut-être chez les seniors. Voilà, on se dit ça, et effectivement, on observe de l'interférence. Et on se dit, si jamais on peut changer leur motivation, leur manière de se représenter les tâches, pour pas qu'ils négligent, et c'est ce qu'a fait Morgane dans sa thèse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'interférences sur une des deux tâches, on injecte ces essais de simples tâches, justement à la tâche qu'on pense être négligée. Et en faisant ça, on se dit, peut-être que là, la personne, elle se dit, OK, cette tâche-là, elle est importante. Il a fallu booster expérimentalement. Et dans ce cas-là, on voit que chez pas mal de participants, il n'y a plus d'interférence. En fait, ce n'est pas qu'ils ne le peuvent pas, c'est qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire que l'effet de l'âge, il n'est pas dû à quelque chose qu'ils n'en sont pas capables, c'est qu'ils ne le font pas. Et là, ça me renvoie aux travaux sur l'apprentissage d'association. Il y a Dana Touron qui travaille sur le vieillissement, apprentissage d'association. Elle montre que les seniors, en fait, utilisent moins la récupération directe en mémoire. Ils vont plus se baser sur les informations visuelles. Et là, on peut conclure en se disant il y a un déficit cognitif qui est structural. Et dans certaines de ces expés, de temps en temps, les réponses, elles les enlèvent. Donc, elles forcent les gens à aller récupérer en mémoire. Et ce qu'elles voient à ce moment-là, c'est que les différences d'âge, elles ne sont pas éliminées, mais elles diminuent considérablement. Et qu'en fait, les seniors, si on leur empêche d'utiliser une stratégie, qui était d'aller regarder, qui prend du temps, scanner les associations, les réponses, à ce moment-là, elle peut davantage utiliser la récupération en mémoire. Et donc, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas faire, c'est qu'ils ne le font pas. Sous-entendu, ils ont une stratégie qui n'est pas la même que le jeune au départ. Mais tu vois, après, même si on change la stratégie, nous, on n'observe pas de différence, mais Dana Touron, elle voit quand même. Donc, elle nie pas les déficits structuraux. Mais peut-être que des fois, on exagère un peu en comportemental la différence. Il y a peut-être de la marge de manœuvre. Ce que l'Institut gériatrie, c'est de faire réduire, c'est aider, quoi. On utilise ce qui est utilisable. Ouais. Merci pour cette présentation. C'est une base à la question de France. Et la question aussi du feedback. Ils ont un feedback, chacun des essais, pour savoir s'ils ont réussi ou pas. On leur donne de mémoire, on leur dit erreur quand ils se sont trompés. Et je crois qu'on leur dit aussi bonne réponse ou mauvaise réponse. Donc, il y a un feedback. Feedback. Est-ce que vous leur donnez un score total à la prochaine bloc? Oui. On leur donne leur temps de réponse moyen
parce qu'on veut qu'ils s'engagent. Donc, ils essaient un petit peu de faire toujours un petit peu mieux et on leur donne leur pourcentage d'erreur. Et l'expérimentatrice, comme ça, elle peut, ou l'expérimentateur, il peut dire, oh là là, il y a beaucoup d'erreurs, donc soyez pas sur un échange vitesse-précision. Mais oui, il y a du feedback. Et dans le fait qu'il y ait double feedback, c'est deux tâches à réaliser, est-ce que vous allez vous leur poser la question, est-ce qu'ils préfèrent, par exemple, atteindre 100% et être pas très bon sur la deuxième tâche, ou est-ce qu'ils accepteraient d'être à 70% sur une tâche, et qu'est-ce qu'ils préféreraient en termes de représentation? Et c'est pas tout à fait la même chose que se dire, en fait, je suis quand même très bon sur une tâche, en tout cas, mais je suis moyen sur les deux tâches, et c'est ça qu'il faudrait nous avoir. C'est vrai qu'on n'a pas manipulé ces choses-là et le type de feedback a clairement, je pense qu'il y a une voie de recherche qui mériterait de, des fois, pas donner de feedback, parce que des fois, on se dit, si on leur donne du feedback, ça accroche un peu l'esprit. Donc, pour aller vers de l'automatisation, si je pense à l'épisode passé, pendant que je fais, peut-être que ça va interférer. Je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dessus. On essaie qu'ils réfléchissent le moins, en fait. C'est un peu curieux, mais on dit, moi, c'est ma conviction, c'est une croyance, mais pour réussir, il ne faut pas trop réfléchir, en fait. C'est comme si je vais faire un peu de sport. Si j'ai réfléchi à comment je fais un service au tennis, il y a besoin de laisser nos connaissances un peu implicites s'exprimer. Ouais, ce serait intéressant de regarder ça. En tout cas, merci pour toutes vos questions, hein. C'est appréciable. Bonjour. Vous dites que quand vous leur demandez de faire 50-50, ils ne sont pas capables. Mais si on les entraînait à vraiment aller faire 50-50, est-ce que vous pensez que... À considérer que les... Là, c'est des choses que je ne présente pas, mais il y a eu l'étude de Morgan. Mais là, ce qu'on fait maintenant, on s'est dit, OK, notre procédure, on va essayer justement d'aller vers du 50-50. Donc, revenir à ce qu'on critique à un moment dans l'article, on dit qu'il faut présenter les deux stimuli en même temps. Et puis, on essaie de voir chez les jeunes. En fait, c'est ce que me disait un collègue d'un Américain, Steve Luck, qui dit quand lui, il a 6 participants sur 18 qui arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel, sa quête, c'est d'essayer qu'il y en ait 18. Donc, de trouver les conditions expérimentales pour que l'effet observé chez un sous-ensemble soit. Et donc là, on essaie de faire ça chez des jeunes. Et par exemple, quand je vous dis Morgane, elle montre de l'automaticité, c'est chez presque la moitié de ses participants. Sur 24, elle en a 10 dans l'exP1, 12. Et là, avec Steven, on essaie qu'il soit 100%. Donc, on essaie d'améliorer notre environnement et on y arrive presque. Et on veut voir après ce que ça va donner avec des seniors. Voilà, donc on essaie d'aller vers du 50-50, les aider à considérer les deux tâches aussi importantes l'une que l'autre. Et notre ingrédient secret, c'est ces essais de simples tâches qui sont entremêlés. Il y a un essai de double tâche et de temps en temps, il y a un essai de simple tâche, juste pour que la personne, elle n'oublie pas. Si jamais elle a décidé de négliger une des deux, elle se dit « Ah ouais, non, mais celle-là, elle est importante ». Pour activer leur représentation en amont. On pense que c'est ça qui joue beaucoup dans l'automaticité, plus que la pratique. Ou la pratique peut servir à... Ouais. 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 Et dans tous les papiers qu'on a passés, il y a toujours eu des remarques sur le switching. On se dit, non, mais quelle est l'influence de ce qui précède sur ce qui suit? Et donc, on allait regarder au niveau d'une granulométrie, l'essai double tâche N, qu'est-ce qui se passait à N-1? Est-ce que c'était précédé par un essai de double tâche ou un essai de simple tâche? Et en fait, mes collègues allemands, eux, ils voient des effets de ce qui précède sur ce qui suit, sur des expériences d'alternance tâche. Et ben nous, on ne voit pas. Alors, on ne le manipule pas a priori, on le manipule a posteriori. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé, on a notre expérience qui dure 40 minutes, mais on a regardé bloc par bloc. Et on voit que la stratégie de traitement parallèle, elle est mise en place, mais il nous semble, dès le premier bloc.
on ne voit pas d'influence de ce qui précède sur ce qui suit, ce qui est un peu curieux, mais c'est dans plusieurs études. Et dès le début, ils sont capables de ce qu'on appelle le bypassing. Et on se dit, mais c'est simplement là, les quelques essais, les gens changent de task setting. En fait, ils ont de la flexibilité à ça. Et c'est ça. Et c'est ça que finalement, beaucoup, ce qui va se passer dans ce que je vais faire dépend de comment je m'y suis, comment je me suis mobilisé pour le faire. Ma représentation de mes actions à venir. Ouais, ouais. Merci. Ouais. Une question, il y a un commentaire, c'est un brainstorm. Plusieurs théories sur l'effort et la performance. Ouais. Si on considère le temps de réaction comme une performance, l'effort devient une logique de ressources qu'on utilise volontairement. Oui. Ça veut dire que les aspects perceptuels, comme vous dites, ne pas peuvent recruter des stratégies compensatoires pour aller chercher des choses plus hautes. Ouais. Je pense que c'est plus une réflexion, c'est que quand c'est proposé d'un point de vue théorique, si la temps de réaction et l'effort, c'est quoi la performance? Parce qu'on sait que plus l'effort augmente, plus la performance augmente. Donc, du coup, une performance peut être maintenue, mais un coût d'effort plus élevé, et différent. Et si les personnes âgées utilisent des stratégies différentes, l'effort sous-jacent est différent, donc la perte peut être maintenue avec des stratégies différentes. Je ne sais pas qui les gens discutent, donc c'est une mauvaise interprétation. Je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir à avoir des approches théoriques, et ici, c'est des approches théoriques militaires, en fait, parce que là, en fait, il n'y a que la notion de performance, mais il y a pas la notion de ressources engagées dans la tâche. Et il est possible que les personnes âgées maintiennent la performance en ayant une stratégie différente comme outil, et donc des ressources mobilisées différentes, et donc un effort différent, si on appelle ça l'effort en tant que ressources mobilisées et motrices mobilisées dans une tâche. Parce qu'à la fin, oui, c'est facile de suivre tout le temps, ou c'est facile d'interpréter la tâche, mais en dissociant l'effort moteur de cognitif, c'est plus la même tâche. La tâche, c'est faire la tâche. Interpréter, appuyer sur le bouton, c'est plus. Je ne sais pas trop ce que je veux dire. Je pense que le fait de prendre uniquement la performance en tant que marqueur d'effort, je pense que c'est un raccourci qui vous enlève la possibilité d'aller traquer les ressources qui peuvent être activées. Parce qu'en fait, la perte de ce mesurer, c'est une référence sur l'effort, c'est la performance. Oui, mais pas que, je crois. On a parce qu'on a différents indicateurs, en fait, qui sont, dont nos simulations cognitives, en fait, s'il y a besoin de ressources, on va prédire beaucoup d'interférences, par exemple. Donc, en fait, si je devais définir ce qu'on fait par rapport à l'effort, c'est des besoins de ressources ou pas. Est-ce qu'on a besoin de ressources? Et là, je renvoie, et j'ai les travaux de Kahneman en tête, qui dit que l'attention mobilisée, ça dépend aussi de l'éveil physiologique de ce que je lui mets dans cette tâche. Après, c'est sûr qu'il y a sûrement des indicateurs précis d'effort. Mais c'est vrai que nous, notre propos, c'était de montrer que là où on pensait c'était fichu, avec des tâches très spécifiques, enfin assez spécifiques, on ne va pas généraliser, on voit qu'on peut, si on met un peu moins d'attention, et d'autres diront un peu moins d'effort, et les seniors peuvent le faire et ça peut être adaptatif. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que parfois, Ouais. C'est juste la manière dont ils s'attaquent à la tâche de la même manière. Si je fais une tâche objective, si je dois le toucher, je vais avoir la stratégie d'aller tirer, faire un détour, à la fin, je vais toucher. Si je fais mon détour public, j'ai la même perte à la fin, mais je n'ai pas la même stratégie. Donc, c'est bien reçu pour un même. Et ce qui nous surprend toujours, c'est la décorrélation entre vitesse de traitement et nos mesures d'interférence. On voit que les gens qui traitent vite sont pas forcés, des fois ont beaucoup d'interférences. C'est un peu, ouais, c'est un peu inattendu pour nous. Merci. Merci. Bon après-midi. Je suis en Normandie maintenant. Oui, oui. Non, de Besançon.
C'est juste 12 secondes. Ouais, c'est bon. On se parle après, une seconde. Je piège, ouais. On ne peut pas, en fait.